Alors donc le champ pour lambda petit n. Donc ici on voit que pour le champ numéro 3, on a r à la puissance 2. Pour le champ numéro 2, on a r à la puissance 1. On a t pour tous les champs, ce qui est logique, puisque tous les champs qui arrivent au niveau du capteur vont devoir traverser deux lames. Donc on a t fois r puissance n-1. Ensuite on a ce terme-là, je vais l'appeler, je sais pas comment, a. Et donc ensuite exponentielle moins i de pi sur lambda. J'ai écrit une bêtise tout à l'heure. Je l'ai dit, mais j'ai écrit autre chose, donc c'est 4e. Donc ici, on n'a rien pour le champ numéro 1, on n'a pas de terme supplémentaire. Pour le champ numéro 2, on a ce terme supplémentaire qui est 2e. Et ici, on a pour le champ numéro 3, 4e. Donc autrement dit, on a une fois 2e ici, 2 fois 2e ici. Donc, en fait, on se rend bien compte, ça va être n-1 fois 2e. Voilà. Donc, au niveau du capteur, tous ces rayons arrivent. Ce sont des rayons qui sont cohérents vu qu'ils sont issus d'un même rayon pair. Donc, avant de chercher l'intensité, il faut d'abord déterminer le champ total, qui est donc la somme de tout ça. Alors, champ total au point M à l'instant T. Donc, je vais mettre en facteur tout ce qui est identique. Donc, on a T, on a A. Et donc, ensuite, on va avoir la somme de n égale 1 jusqu'à un très très grand nombre. A priori, enfin, on pourrait avoir envie de mettre l'infini. En vrai, on sait qu'il y a une longueur de cohérence à cause du modèle des trains d'onde, donc il y a une longueur de cohérence qui est finie. Donc, il ne va pas pouvoir y avoir une infinité de rayons qui vont interférer parce que quand le rayon va avoir fait un très grand nombre de fois les allers-retours, eh bien, il aura parcouru un chemin optique qui sera plus grand que la longueur de cohérence. Mais ce nombre est vraiment très 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 grand parce que E, en général, est très 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 petit. Alors, donc, de ce qui reste, donc la somme de ce qui reste, et ce qui reste, c'est donc r puissance n-1 fois exponentielle moins i de pi sur lambda vide fois n-1 fois 2e. Alors, pour pouvoir utiliser la formule ici, on va faire un petit changement de variable. Donc, on va introduire i, donc égal à t a bar fois la somme sur i. Donc, on va poser i égale n-1. Donc ça veut dire que n est égal à i plus 1. Donc ici on a la somme de i égale, vu que ici c'est de n égale 1, donc ici c'est de i égale à 0 jusqu'à n-1. Bon, ce n-1 on s'en moque, hein, c'est un nombre qui est très très grand. Donc la somme de r puissance i, alors je ne vais pas l'appeler i, quel idiot, parce que j'ai déjà i dans mon exponentiel complexe. Donc exponentielle moins i, moins i, non, de pi sur lambda, fois j fois 2e. Et donc, pour pouvoir utiliser cette formule-là, il faut que j'ai quelque chose à la puissance j. Alors ça tombe bien puisque j'ai un produit ici, donc je pourrais mettre dans l'absolu j, enfin je pourrais mettre ces termes-là ensemble et le tout puissance j. Sauf qu'ici, il faut que j'ai puissance j. Mais ça tombe bien, on a une exponentielle, donc exponentielle à j, c'est égal à exponentielle a, le tout à la puissance j. Donc en fait, on a st qui est égal donc à t carré a bar fois la somme de j égale 0 à n-1 de r exponentielle moins i de pi sur lambda vide
fois 2e, le tout à la puissance j. Et donc ça, quand on remplace par le résultat de la somme, eh bien ça fait, alors je regarde pour être sûr de ne pas me tromper, ouais, voilà ça, donc ça fait 1 moins r exponentielle moins i de pi sur lambda vide fois 2e, le tout à la puissance n. Donc dans la formule c'est n plus 1, mais vu que là on va jusqu'à n moins 1, ça fait jusqu'à n, divisé par 1 moins r exponentielle moins i de pi sur lambda vide fois 2e. Donc ça c'est la formule exacte. Bon, vu que n va être très grand, eh bien ce terme-là, pour avoir un résultat simple, on va pouvoir le négliger devant 1. Donc on se retrouve avec fois 1 sur 1 moins r exponentielle moins i de pi sur lambda vide fois 2e. Bon, donc il suffit maintenant de chercher l'intensité en faisant donc le champ total complexe fois son complexe conjugué. Donc on en déduit l'intensité au point M est égale à, alors t carré, ça bouge pas, fois le module de A au carré, fois 1, divisé par, donc ici il va falloir que je fasse ça, fois son complexe conjugué. Donc, je vais l'écrire, donc ça fait moins i blablabla, fois le complexe conjugué, donc 1 moins r est réel donc ça ne bouge pas, exponentielle plus i blablabla. Donc on développe, donc on a 4 termes, on a 1, ensuite ces deux termes, ça va faire moins r exponentielle moins i blabla fois moins r exponentielle plus i blabla, donc ça va faire plus r carré, vu qu'on a les exponentielles qui sont opposées. Et ensuite, donc, il y a 1 fois moins r exponentielle plus blablabla, donc moins r exponentielle plus i. Et ensuite, celui-là, ça donnait moins r exponentielle moins i. Et donc là, on peut mettre moins r en facteur et on retrouve une formule habituelle. On en déduit donc l'expression finale de l'intensité au point M, qui est égale donc à, alors t carré, je vais le mettre là. Le module de A au carré, alors A, c'était tout ça. Donc le module de A, c'est simplement S0. Donc ça fait S0 au carré fois T carré divisé par 1 plus R carré moins R fois, avec la formule de R, 2 cosinus de pi sur lambda vide fois 2e. Et ça, S0 carré, c'est l'intensité incidente, I0. Donc voilà l'intensité au point M en fonction de la longueur d'onde et de l'écart entre les lames et également en fonction du coefficient, enfin des coefficients de transmission en énergie et coefficient de réflexion en énergie. Et donc évidemment, donc on l'a dit en introduction, mais on a par conservation d'énergie T plus R égale 1. Donc il faut qu'en fait l'énergie incidente se répartisse entre l'énergie réfléchie et l'énergie transmise. Donc quand on trace ce graphe, eh bien voici ce qu'on obtient. Donc ici on a fait I sur I0 en fonction de P qui est 2E sur lambda vide. Donc autrement dit, ça on a posé comme étant P.
Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc on a tracé pour 3 coefficients de réflexion d'énergie, donc 0,5 en rouge, 0,75 en bleu, et le plus intéressant, 0,99 en vert. Donc on va surtout regarder le vert, parce que le vert, on remarque que c'est quasiment tout le temps égal à 0. Donc ça paraît logique, puisque si le coefficient de réflexion est très grand, ça veut dire que théoriquement, il n'y a quasiment rien qui traverse les lames. Donc c'est logique qu'au niveau du capteur, on met 2 miroirs, donc on mesure quasiment rien. Sauf que, il y a, pour certaines longueurs d'onde ou pour certaines épaisseurs, eh bien, l'intensité mesurée qui vaut carrément I0. Donc si ça vaut I0, ça veut dire que finalement, il y a tout qui passe. Alors ça paraît très 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 bizarre, on met 2 miroirs, et bien pour certaines longueurs d'onde par rapport à l'épaisseur, eh bien il y a tout qui passe. Donc tout se passe comme s'il n'y avait pas de miroir. Alors comment comprendre ça? Eh bien c'est parce que ici, donc on remarque par exemple, on a une intensité transmise qui vaut I0 lorsque P égale 1. P égale 1, ça veut dire 2E égale lambda vide. Or 2E c'est quoi? Eh bien c'est la différence de chemin optique. Donc autrement dit, lorsque la différence de chemin optique est égale à la longueur d'onde, eh bien toute l'énergie est transmise. Eh bien comment le comprendre? Eh bien cette condition-là, en fait, c'est rien d'autre que dire que lorsque les rayons sortent du Fabry-Pérot, eh bien donc ils ont parcouru une différence de chemin optique, enfin des chemins optiques différents, sauf que ces chemins optiques différents, que ce soit ici, 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 eh bien sont des nombres entiers de fois la longueur d'onde. Donc autrement dit, ici, 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 eh bien on a des ondes sortantes qui sont en phase. Et on pourrait montrer qu'à ce moment-là, ça paraît logique, si les ondes transmises sont en phase, eh bien les ondes réfléchies, elles, vont être en opposition de phase. Et donc ça veut dire que les ondes réfléchies qui sont en opposition de phase vont se détruire, alors que les ondes qui sont transmises, donc a priori, eh bien, il y a une très très faible intensité pour chaque onde transmise, sauf que vu que toutes ces ondes transmises sont en phase, eh bien, toutes ces ondes vont interférer donc, constructivement, et donc, eh bien, elles vont avoir une intensité qui correspond à l'intensité totale incidente. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que on peut réaliser par exemple un filtre. Ici, si on envoie de la lumière blanche sur le Fabry-Pérot, donc d'épaisseur E donnée, eh bien, seules certaines longueurs d'onde vont pouvoir sortir du montage. Ce sera les longueurs d'onde qui vérifient 2E sur N. Donc ça, c'est une première utilisation du Fabry-Pérot. Une deuxième, c'est, comme on le verra en TD, un spectroscope qui va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fin que le Michelson, tout simplement parce que l'intensité en fonction de la longueur d'onde, ou en fonction de l'épaisseur, est un graphe qui est beaucoup plus fin. On a des pics au lieu d'avoir des cosinus carrés comme pour le Michelson, comme c'était dit dans l'introduction. Donc pour conclure, le Fabry-Pérot, c'est un montage qui, grâce à la multiplication des ondes qui interfèrent entre elles, eh bien, va donner quelque chose qui va être beaucoup plus précis, beaucoup plus fin que simplement le Michelson.